Qu'est-ce que l'argent paye vraiment au travail? De quelle manière il vient bousculer la relation des individus au travail? C'est à ces questions et à bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Édouard Robin, chercheur associé à l'Université Paris-Cité et responsable de projet à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Édouard a mené une enquête auprès d'une organisation en restructuration. C'est de là qu'il part pour développer ses propos. Édouard Robin, bonjour. Bonjour Lucrezia. Je vous propose de démarrer par une question un peu large, mais qui nous permet de poser le cadre. Quelle signification porte avec lui le mot argent? Alors, il y a plusieurs significations et c'est important d'essayer de savoir d'où on parle et de quoi on parle. Sur l'argent, le premier discours qui s'impose, c'est les discours dominants, les discours de l'économie, qui vont présenter l'argent comme un outil neutre, un simple outil de médiation dans une relation marchande. Où en gros, l'argent, ça va servir à compter, ça va servir à payer et ça va aussi servir à accumuler. Donc on est vraiment sur une vision de l'argent, ou même pour les économistes de la monnaie, comme un outil marchand d'opération économique et qu'on retrouve un peu dans la relation salariale, où on va expliciter contribution versus rétribution, alors que le salariat, c'est un peu plus que ça. Donc il y a cette vision économique dominante. On a aussi sur l'argent et sur les significations sociales dans lesquelles on est pris tous, le poids des catégories morales qui pèsent sur l'argent. Alors les sociologues Jeanne Lazarus et Damien Deblic, eux, ils parlent d'une chape de plomb. C'est des siècles de tradition morale autour de l'argent et de disqualification aussi de la valeur morale, où l'argent serait sale, où ça aurait été condamnable aussi de gagner de l'argent. Et donc, on charrie aussi ces vecteurs-là, cette parole-là. Et avec ces sens, on est un peu entravé dans nos capacités à parler d'argent, à en parler entre nous. Il y a un peu cette idée qui se maintient d'un certain tabou autour de l'argent et qui est discutable et qui est discuté, mais un tabou qui se retrouve un peu quand on se retrouve dans les rapports sociaux au travail, sur comment on va parler d'argent au travail, comment on va parler rémunération, salaire. Il y a aussi les travaux d'Élise Penava-Icher sur ce sujet-là, qui voit bien dans quelles difficultés on peut être pour parler d'argent au travail, notamment. Donc, pour essayer d'aller un peu plus loin, pour un peu déconstruire et creuser un peu ce qu'on a derrière les significations, il y a une sociologue états-unienne, Viviana Zelizer, qui a introduit dans un beau livre appelé justement Les significations sociales de l'argent, et qui nous dit, Viviana Zelizer, elle nous dit que l'argent, elle est marquée par la manière dont on va le gagner, par la manière dont on va le dépenser, par la manière dont on va l'accumuler, ou la manière dont on va le partager, et que la signification qu'on va avoir collectivement, elle va varier aussi selon la manière voilà, dont on est amené à le gagner ou à le dépenser, etc. Donc ça invite un peu à dépasser une vision utilitaire de l'argent pour aller au plus près de ce que vivent les gens et pour aller dans des contextes, pour penser leur expérience de gagner de l'argent dans des contextes sociaux déterminés et puis pour aussi penser leur représentation de l'argent. Alors évidemment, quand on s'intéresse à prendre en compte ces éléments, ça complexifie l'analyse, ça nous invite à aller plus loin. Et moi, je me concentre plus particulièrement sur un contexte social déterminé, celui qui fait référence pour nous, qui est le salariat, et qui est un contexte qui s'impose comme une norme un peu actuelle pour définir nos manières de représenter l'argent qu'on gagne au travail, même quand on n'est pas salarié. Dans votre enquête, vous analysez une organisation qui est en pleine restructuration. Et donc, qu'est-ce que l'argent vient payer dans une organisation qui est en restructuration? Alors effectivement, mon terrain d'enquête, il est un peu particulier. C'est une entreprise donc en pleine restructuration où il y a une succession de plans de licenciement et de plans de sauvegarde pour l'emploi, une succession de projets de transformation de l'organisation, de transformation informatique, RH, gestionnaire, et donc un contexte fortement perturbé. Et puis dans ce contexte-là, il y a aussi la mise en place de une série de dispositifs monétaires de gestion, alors de gestion de ressources humaines, qui bah,
qui vont créer des usages de l'argent un peu spécifiques. Et c'est un peu par là que je vais commencer mon enquête et à me questionner. Donc, quelque part, c'est un peu une forme d'expérimentation sociale ou psychosociale, parce que mettre autant d'argent dans une transformation et puis voir ce que ça fait, c'est assez rare. Et en même temps, c'est intéressant aussi pour ce que ça nous dit des transformations des entreprises, des organisations, parce qu'en parallèle, on sait bien qu'il y a une banalisation des restructurations, qu'on le mette derrière les termes de modernisation, de transformation. Voilà, c'est un phénomène qui est assez diffusé, et donc c'est aussi ça qui me permet d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les entreprises. Donc, ce souhait d'interroger l'argent dans cette restructuration, qui est aussi une déstabilisation du modèle salarial, hein. Moi, j'ai souhaité aller voir un peu plus près ce que ça fait au niveau des individus, sur leur expérience intime du travail, et déjà de comprendre finalement qu'est-ce qu'on va essayer de payer avec l'argent qui est versé aux salariés de cette entreprise en restructuration, et donc salariés qui vont être licenciés, avoir leur métier radicalement changé, à être indemnisés, etc. Et donc, voilà, j'essaie de détailler un peu les usages qui sont mis en place. Alors, j'en repère 4 qui m'ont interpellé. D'une part, cet argent dans le contexte de restructuration de l'entreprise. Alors évidemment, il y a l'argent du salaire qui est versé tous les mois, mais il y a aussi un usage, le premier un peu si on veut, de pacification des relations sociales. C'est-à-dire que ces dispositifs monétaires, ils sont inclus dans un accord qui est négocié entre les partenaires sociaux, entre les représentants de l'entreprise et des organisations syndicales, et il va venir en partie, et c'est aussi les témoignages que je recueille, pacifier un peu la relation sociale. Il y aura finalement qu'un seul jour de grève, alors qu'on annonce 2500 licenciements. Voilà, donc, dans un contexte d'une entreprise tertiaire, donc qui n'est pas très exposée aux mouvements sociaux, mais voilà, il n'y a qu'un seul jour, et on voit des relations sociales assez pacifiées, avec derrière, une fois que l'accord est signé, ça a un peu calmé. J'y reviendrai un peu après. Un deuxième usage qui est finalement la question de la reconnaissance aussi, avec des dispositifs d'indemnisation notamment, donc la reconnaissance de la situation, du préjudice subi suite, dans le cadre de l'annonce des licenciements par exemple, de la reconnaissance aussi du travail, avec des dispositifs classiques de primes sur résultats, etc. Là, on est sur du classique encore. Un usage qui questionne aussi, alors dans une entreprise en pleine restructuration, avec aussi des licenciements, mais que moi j'ai appelé de mobilisation des salariés, où finalement on va retrouver certains usages de l'argent pour la motivation, pour l'incitation, en disant ok, vous êtes en pleine restructuration, ok, il y a des licenciements qui s'annoncent, mais on va quand même mobiliser l'argent, vous mobiliser par l'argent pour augmenter vos rémunérations. Et puis un quatrième usage, qui est un de ceux qui m'a le plus questionné, qui est inclus dans les dispositifs de gestion monétaire, qui est une forme de rétention par l'usage, en disant en fait, en vous payant, en mettant en place des dispositifs de fidélisation, notamment, on va vous retenir un peu dans l'entreprise, on va retenir certains profils, certaines compétences, alors même que l'entreprise est en pleine restructuration avec beaucoup de licenciements annoncés. Donc, et ces usages-là, ils questionnent sur finalement, voilà, on n'est plus dans on va dire le simple diptyque contribution, rétribution, voilà, qui est déjà pas si simple que ça. Et ces usages, ils ont des effets sur le vécu au travail. Ils ont pas forcément, ils sont un peu plus ambigus que ce que j'ai présenté. Certes, on va acheter la paix sociale, mais est-ce qu'on va acheter, pour le dire vite, la paix psychique des individus à travers les chèques qu'on va déployer? Certes, on reconnaît le travail, mais comment on reconnaît le préjudice subi avec les licenciements? Est-ce que ça suffit à travers les indemnités de licenciement? Et qu'est-ce que ça fait aux individus de recevoir ces chèques-là, de les recevoir ou de voir d'autres les recevoir quand ils partent? Certes, on va mobiliser les gens, on va inciter les gens économiquement, mais on aura transformé les métiers où finalement, dans le cadre de la restructuration, ils sont amenés à détruire leur outil de travail, et donc on va les inciter à plus vite détruire. Et donc ça pose question aussi sur les effets en termes subjectifs. Et puis avec la rétention, on va finalement on va garder les gens
on va chercher à garder les salariés au-delà du travail, avec des dispositifs qui les incitent à rester alors qu'on leur demande de partir, donc à les mettre dans des situations un peu contradictoires. Et justement, en quoi les usages de l'argent que là vous identifiez affectent les individus au travail? C'est ce qui est intéressant aussi de voir à travers ces usages, c'est qu'ils ne sont pas sans effet sur la relation des individus à leur travail, sur leur manière de vivre leur travail et sur leur manière aussi de vivre leur emploi. Alors là, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'argent participe aux transformations du rapport au travail qui sont déjà bien connues, mais que prendre en compte l'argent dans les analyses, ça permet d'éclairer un peu différemment certains points. Donc déjà, d'une part, on le sait depuis un certain temps, l'individualisation des payes, de la rémunération, c'est un des premiers vecteurs d'individualisation de la relation au travail. Avant, voilà, sur les grilles collectives, etc., le démantèlement de ces considérations collectives participe à une individualisation qui est déjà poussée depuis un certain temps. Mais là où ça vient un peu transformer, c'est que ça traduit aussi une forme de précarisation de la relation. C'est-à-dire qu'au nom des dispositifs monétaires qui sont déployés, on va accepter une forme de précarisation. Parce que je sais que je vais avoir une prime, je peux accepter de voir mes conditions d'emploi plus fragilisées, etc. Et donc, cette précarisation, elle est à mettre en lien avec une forme de marchandisation de la relation contre lequel le salariat, avec les mesures de protection, les mesures de statut collectif, avait été un peu construite. Donc là, on a une forme de précarisation de la relation qui se met en place et qui est vécue par les sujets. Et qui vont contribuer aussi à déstabiliser un peu les individus dans leur rapport à l'organisation et à leur travail. Comme je disais tout à l'heure, à les mettre un peu dans des situations contradictoires. On voit du coup des comportements intériorisés aussi d'une relation plus instrumentale au travail, d'un mode de relation au travail plus gestionnaire. C'est-à-dire que puisqu'ils sont gérés par les dispositifs monétaires, puisqu'ils sont gérés par des mesures financières aussi, dans vous restez, vous partez, vous êtes indemnisé, et les salariés, quelque part, intériorisent ce mode-là et traitent leur rapport au travail de cette même façon en mettant plus à distance, en instrumentalisant cette relation-là. Ce qui fait qu'évidemment, sur le collectif, sur les relations collectives, ça vient pêcher. Sur la volonté même de garder, de s'investir dans l'activité, ça vient changer les raisons de s'investir dans le travail. Et ça transforme finalement le contrat salarial, qui était le contrat moral, le contrat symbolique qui était signé à la base. En miroir un peu des usages qui sont identifiés dans les dispositifs monétaires et dans les pratiques managériales, je me suis interrogé aussi sur le sens que les individus peuvent donner aux sommes qu'ils vont recevoir et qu'ils vont toucher dans le cadre de leur travail ou de leur licenciement, dans le cadre de la restructuration d'entreprise. Alors, on peut prendre un exemple un peu plus concret, notamment sur les primes, les indemnités de licenciement. Les dispositifs prévoient dans l'accord un montant du chèque, pour le dire de manière triviale, qui peut aller jusqu'à 7 ou 8 années de salaire pour les salariés concernés. Donc ça représente une somme importante et j'ai essayé de questionner auprès des personnes que j'ai pu avoir en entretien, des salariés qui étaient aussi mes collègues, comment ils vivaient ces sommes-là. Aussi, comment ils les percevaient. Et je distingue un peu quatre formes de représentation qui se déploient, qui sont pas simplement je travaille, je suis payé. Donc là, il y a une forme autour de la justice. Finalement, je vais être licencié, j'ai donné beaucoup de mois dans cette entreprise, c'est normal parce que c'est les textes qui prévoient que je touche une certaine somme. Et donc ça, c'est une des manières de donner sens à ces sommes. C'est finalement c'est une marque de justice pour la situation dans laquelle moi je suis. Une autre, pour les mêmes sommes, donc ça c'est intéressant, c'est
ces sommes sont prises comme une chance, finalement. J'ai été salarié de cette entreprise-là à un moment donné où ont été mises en place des dispositifs monétaires importants. Ok, je vais perdre mon travail, mais j'ai la chance, par rapport à d'autres, d'avoir des indemnités fortes. Et donc, on n'est pas du tout dans une forme de reconnaissance d'une indemnité, mais là, c'est la chance, voire c'est le bonus. Alors, celle-là, elle glisse un peu avec une autre catégorie, qui est l'argent comme mérite. Hein. Donc, ça fait le lien avec les usages de la reconnaissance aussi. C'est que finalement, ces sommes, quelque part, je les mérite parce que je fais du bon travail, parce que j'étais là, et qu'il y a une autre manière de s'approprier de manière un peu plus intime, voilà, aussi avec certaines défenses, ces sommes-là. C'est plus facile de se dire qu'on les mérite que de simplement se dire qu'on a de la chance. Et puis, il y a une quatrième catégorie qui est un peu plus compliquée parce qu'elle peut mettre les gens en difficulté. C'est finalement cette somme-là, ces indemnités de licenciement, alors que je vais perdre mon travail, alors que autour de moi, par exemple, mes collègues vont être au travail ou sont déjà au chômage, etc. Je vais toucher un chèque important, je vais toucher plusieurs années de salaire pour ne rien faire finalement. Et ces sommes-là, elles peuvent être aussi source de honte. On voit les salariés du coup qui n'arrivent pas à donner un autre sens à ces sommes que une source de honte, de se retrouver à la fois quelque part la honte du chômage qui est déjà partagée, qui est déjà un peu stigmatisante, et en plus de le vivre comme une situation inexplicable. C'est-à-dire qu'on va toucher des sommes importantes alors que on perd son travail, alors qu'on va plus travailler. Et ça peut mettre les salariés en difficulté. Et finalement, ça traduit aussi tout cet enjeu de comment on peut donner sens à l'argent qu'on gagne, entre guillemets, au travail. Et bien justement, par rapport à cette question de sens, donc comment est-ce que les individus, au vu de ce que vous avez pu observer et entendre, résistent et fabriquent du sens au travail, malgré aussi ce que vous avez décrit au préalable? Alors évidemment, cette question du sens au travail, elle est déjà bien mise à mal par la restructuration de l'entreprise, avec les changements d'activité, de métier, etc. Et donc, moi, en analysant l'argent, je vais essayer d'en comprendre d'autres facettes. Donc, et ça permet de mettre en lumière d'autres situations. Alors, il y a tout cet enjeu de finalement comment on va donner un sens aux sommes qu'on va percevoir, et en quoi ça peut participer à un état plus général de reconnaissance de sens au travail, de bien-être au travail, si on veut dire comme ça, ou de santé au travail. Alors il y a plusieurs mécanismes ou stratégies plus ou moins conscientes qui sont mises en œuvre et qui facilitent ou pas la vie des salariés concernés. Qui vont leur permettre ou pas de résister un peu aux injonctions contradictoires dans lesquelles ils sont pris. Alors le premier élément, c'est que chacun réagit avec ses propres ressources. Ces ressources, elles sont d'une part liées un peu à sa socialisation. Et ça, on le sait notamment par les gagnants du loto, qui avaient été analysés par Monique Vincent-Charlot et Michel Vincent, il faut apprendre à maîtriser des sommes d'argent, et c'est pas quelque chose qui est naturel évidemment, et que par la socialisation primaire, par l'éducation, par aussi une référence à des valeurs, alors qu'elles soient sociales, parfois religieuses aussi, sur finalement je vais pouvoir m'approprier ces sommes, je vais pouvoir donner un sens aux sommes que je vais toucher dans le cadre de mon travail ou de mon licenciement, qui va me permettre d'être en accord. Parce qu'encore une fois, c'est pas évident de toucher parfois beaucoup plus que ses parents qu'on a toute sa vie, alors même qu'on va être au chômage, alors même qu'on a été éduqué à il faut toujours travailler, que pour certains il faut les discours ont été très travailler plus pour gagner plus, ou la méritocratie. Donc voilà, faut trouver comment trouver un sens. Donc cette socialisation-là, elle va permettre parfois de donner des clés pour plus facilement s'approprier ces sommes-là, ou au contraire mettre en difficulté quand on est dans un milieu où on n'est pas habitué à avoir beaucoup d'argent, où on est en difficulté parce que son entourage proche travaille et a du mal à gagner de l'argent. On va être plus en difficulté pour s'approprier ces sommes-là. Dans des stratégies de défense, alors plus ou moins conscientes, il y a des formes soit de mise à l'écart des sommes, c'est-à-dire on va pas y toucher. On va pas y toucher parce que
Tant qu'on les a pas, tant qu'elles sont pas sur le compte, tant qu'elles sont pas concrètement entre nos mains, ces primes-là, on va essayer de pas y toucher. Donc on les et même une fois qu'on les a, parce que j'ai pu interroger les salariés plusieurs années après l'enquête, je suis revenu, ils m'ont dit non mais j'ai rien dépensé pour l'instant, je mets à l'écart ou je mets à l'abri. C'est pas de l'argent comme d'habitude, c'est pas mon salaire d'habitude, etc. Donc je le mets un peu à l'abri en attendant d'avoir un projet qui me permette qui soit à la hauteur de ce que j'aurais envie de dépenser. Donc il y a toute cette dimension symbolique effectivement qui est réinvestie et on les met à l'abri aussi pour pas on met ces sommes à l'abri pour se mettre à l'abri aussi. C'est aussi un moyen pour certaines catégories de la population de se dire ces sommes-là, elles sont venues peut-être par chance ou peut-être par mérite, mais elles vont servir à me mettre à l'abri, à mettre à l'abri ma famille, etc. Donc je vais pas les dépenser bêtement, je vais essayer de me protéger d'une forme d'argent qui rend fou en disant j'y touche pas. Mais qui peut mettre aussi en difficulté parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces sommes comment on se sécurise. Et puis il y a une manière aussi un peu plus pareil, toujours plus ou moins consciente, qui va être de reconstruire son rapport au travail en intégrant finalement ce capital qui s'accumule et en reconstruisant un rapport au travail qui me permette de reprendre un peu la main sur alors que j'ai vécu une restructuration ou plusieurs restructurations d'entreprise qui ont pu me mettre à mal. Et donc je vais me servir de cet argent comme de l'opportunité pour me former, pour développer un projet individuel qui me permette d'être peut-être moins dépendant des restructurations, en tout cas moins victime de situations économiques qui me dépassent. Donc c'est un capital, c'est une protection, hein, c'est pas non plus une grande originalité, mais ça me permet, y compris quand on n'a pas eu beaucoup d'argent initialement, de se construire une forme de protection, aussi pour reconstruire un rapport au travail plus sécurisé et moins subi. Merci. Et alors, pour conclure, au vu de tout ce que vous avez dit jusqu'à là, quel est l'intérêt qu'on aurait aujourd'hui à penser et repenser la question de l'argent dans le cadre du travail? Moi, j'ai commencé ma recherche justement sur cette question de penser l'argent au travail. J'ai été interpellé par une phrase que j'ai entendue en arrivant dans l'entreprise. C'était vu le montant du chèque prévu pour les licenciements, etc., il ne se passera rien. Et ça m'a fortement questionné. Et c'est ça qui m'a invité à aller creuser cette question de l'argent et du rapport qu'on a à l'argent dans le travail et la place de l'argent dans notre rapport au travail. Et finalement, c'est un peu la proposition que j'essaye de faire, c'est comment on peut réintégrer ou intégrer l'argent, ses significations sociales, les usages sociaux qui en sont faits aussi du côté de la rémunération, du côté de la gestion aussi, réinterroger ces usages-là pour questionner comment finalement la relation salariale, qui reste majoritaire dans notre rapport au travail et dans les organisations, comment le salariat se transforme. Et finalement, réinterroger l'argent, c'est donc réinterroger les pratiques managériales, c'est aussi réinterroger le vécu au travail des individus, avec cette question finalement, avec l'argent qu'on gagne, entre guillemets, qu'on va percevoir dans le cadre du travail, on a une entrée très intime aussi dans la vie des individus, parce que l'argent qu'on gagne, c'est celui qu'on dépense, c'est celui qu'on accumule, c'est celui avec lequel on survit, c'est celui avec lequel on peut vivre, et qui a vraiment des enjeux à la fois économiques, de pouvoir d'achat, des enjeux sociaux, d'équilibre entre capital et travail, pour le dire comme ça, et aussi des enjeux intimes de vie individuelle dans la société. Et donc, c'est repenser ça, repenser aussi finalement à partir des questions desquelles je suis parti, de santé au travail. Moi, je suis parti de ça, de questionner aussi la place de l'argent dans les considérations sur le sens au travail, les questions de santé au travail, de reconnaissance du travail, qui sont au cœur aussi des situations actuelles, et que à travers la relation qui est certes marchande dans le cadre du salariat, mais qui est aussi une relation symbolique. Il faut pouvoir intégrer cette dimension-là pour avoir une vision plus complète de l'expérience des individus au travail. Édouard Robin, merci. Merci Lucrezia. C'est ainsi que se termine notre épisode consacré à l'argent au travail.
Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire l'ouvrage d'Édouard Robin, Comment l'argent nous travaille, usage et représentation de l'argent dans le rapport salarial, paru aux éditions L'Harmattan en 2025. Je vous remercie et à très bientôt.